Après ça, la question de quelle place pour la littérature du Québec, des auteurs du Québec. On a vu qu'il faut un équilibre. Le ministère dit simplement qu'il faut un équilibre. Il faut des auteurs du Québec, il faut d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a vu dans toutes les listes? Les professeurs nous ont donné les listes, etc. Il y a, c'est très très impressionnant, il y a 70% au primaire, dès les cycles primaires, des livres qui sont de la littérature québécoise. Et au secondaire, de 60 à 70% au début du secondaire, et vers la fin, on diminue à 35%. Je vais expliquer un peu pourquoi. Eu já dei a informação. Na verdade, ele fala que é muito representativa a porcentagem de literatura quebequense nos programas. Então, vocês têm no primário 70%, né, que é o Fundamental 1, e depois 60% a 70% no início do Fundamental 2, e eu acredito que os 35% são do equivalente ao ensino médio, que é muito pouco. Ele vai explicar por que isso é interessante. Final do secundário, 35%. Oui. Alors, premier élément, ce sont des données qui sont très liées au contexte de l'édition au Québec. Si vous connaissez un tout petit peu la situation du Québec à l'intérieur du Canada, le Québec est la seule province totalement francophone au Canada qui revendique le maintien du français comme principale langue d'usage au Québec. L'éducation se fait en français. Les immigrants brésiliens qui veulent venir s'installer au Québec doivent démontrer qu'ils connaissent le français, etc. Et ils doivent faire passer un examen de français pour pouvoir venir s'installer au Canada, mais en particulier au Québec. S'ils vont dans les autres provinces, pas besoin du français. Si on veut venir au Québec, c'est nécessaire. Et donc, dans l'histoire du Québec, qui a toujours voulu valoriser le français, les gouvernements ont toujours aussi soutenu l'édition en français. C'est pour ça qu'au Québec, c'est le pays qui a le plus grand nombre d'éditeurs de littérature de jeunesse, de littérature de poésie. Si on regarde le pourcentage entre le nombre d'habitants et le nombre d'éditeurs qui existent, c'est au Québec qu'il y a le plus grand nombre d'éditeurs de littérature de jeunesse et de poésie et de romans, parce que les éditeurs reçoivent une subvention de l'État pour éditer en français. Et quand on veut acheter un livre au Québec, le livre, s'il a été édité au Québec, il coûte moins cher qu'un livre qui va venir de Paris, de Bruxelles ou d'ailleurs. Donc, comme on a vu que l'importance des contraintes matérielles, le prix du livre, ça a une grande importance. Les bibliothèques québécoises achètent principalement aussi des livres québécois parce qu'ils coûtent moins cher. C'est un des éléments. Premièrement, ils coûtent moins cher, mais d'autre part, comme il y a beaucoup d'éditeurs, il y a aussi un très très grand choix. Então ele fala pouco para explicar, né, esses números, os dados ligados ao contexto de edição no Quebec. Então, edição e publicação. Então, eles têm essa ideia de valorização do francês, né, por parte do governo, por ser a única província, o único lugar que fala a língua francesa. Então, tem esse interesse do governo de valorizar a língua. Então, o governo ele sustenta a edição em francês e, por isso, o maior número de livros, né, editados em literatura de juventude, seriam para a infância infanto-juvenil, poesia e romance. Então, os editores eles recebem do governo, né, uma subvenção para editar esses livros em francês. Portanto, as bibliotecas, quando vão adquirir os livros, elas preferem os livros que são editados lá porque eles custam menos caro. E o que ele comentou também é que o Quebec é a única província, a mesma coisa que estado aqui no Brasil, que é totalmente francófono. Então, se você quer emigrar para o Canadá, você não necessariamente tem que falar francês, mas se você quer emigrar para o Quebec, você tem que fazer a prova em francês e tem que saber falar francês para uma preocupação em manter a língua.
Bien, alors je fais quelques petites coupures dans ma présentation pour arriver à la fin. On a vu la question au début. Pourquoi est-ce qu'il faut faire lire des œuvres? Deuxièmement, la question de tout à l'heure. Quelles œuvres? Si vous devez choisir 3 œuvres, lesquelles? Dernière question à se poser, c'est je fais lire, mais je fais quoi autour de la lecture en classe? Quelles sont les activités que je vais mettre en place autour de ces œuvres? Est-ce que je fais des activités pour préparer la lecture? Est-ce que je fais des activités pour accompagner la lecture? Est-ce que je fais des activités après la lecture? Déjà là, il y a beaucoup de choix à faire sur le plan didactique. Et ce qu'on a vu, nous, actuellement dans les pratiques des enseignants, c'est qu'une grande majorité des enseignants ne font surtout des activités qu'après la lecture. Aujourd'hui, au niveau didactique, on dit c'est dommage, c'est plus intéressant, c'est plus efficace, les élèves vont être plus motivés, vont plus s'engager si j'imagine des activités de préparation à la lecture, qui peuvent être très diverses, les activités de préparation. Ça peut être, on va ensemble lire un livre, mais je vais commencer par le plaisir de vous lire à voix haute le premier chapitre pendant le cours, pour vous faire entrer dans l'histoire. Après, vous allez continuer chacun à lire. Aujourd'hui, on a développé sur le plan didactique des activités pour accompagner le processus de lecture. Des activités comme le journal de lecture. Ce sont des choses que vous connaissez sans doute ici, il y a des trucs comme ça. Mais ça permet d'accompagner la lecture. Sinon, on est dans le modèle où, exercice scolaire, devoir à la maison, tu dois lire le livre, tu as 3 semaines, et dans 3 semaines, on va commencer à travailler le livre. Et par quoi on commence par travailler? On commence par faire un questionnaire, non pas pour vérifier la compréhension, mais les enseignants disent, je fais un questionnaire pour vérifier si les élèves ont lu. Et donc je pose des questions, non pas référence, non pas, mais je pose comme question, quelle est la couleur du pull du personnage, pour vérifier qu'ils ont lu. Então ele retomou um pouco o plano inicial que ele tinha apresentado para a gente, né? Então era por que ler, quais livros ler, e agora ele vai tocar na questão de quais atividades propor para trabalhar esses livros que a gente se propôs a apresentar para os alunos em sala, né? Então ele fala que existem 3 tipos principais de propostas didáticas, né? Você tem a pré-atividade, a atividade que acompanha a leitura e a atividade que é feita após a leitura, né? Existem muitas possibilidades de escolha, mas que a grande maioria dos professores vai fazer atividades somente de pós-leitura. Ele diz que é uma pena, porque é pouco eficaz e seria muito mais eficaz o trabalho com atividades de preparação de leitura e diversas. Ele dá como exemplo a possibilidade de ler o primeiro capítulo, a primeira parte do livro em voz alta em sala, como que convidando os alunos a ler, a continuar a leitura em casa, né? Ou fazer atividades de acompanhamento de leitura, como o diário de leitura, que ele não sabe se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, mas que é bastante interessante, né? Mas que o que se revela mais frequente é mesmo o exercício mais escolar possível. Então você tem que ler esse livro, você tem 3 semanas para ler esse livro, e a primeira atividade que vai ser feita é um questionário em que não vão ser feitas questões de inferência, ou de compreensão, ou de discussão da obra, mas sim vai perguntar qual era a camisa do personagem na festa que ele foi com a namoradinha. Então, assim, para checar. Então, o objetivo mais é de verificação se eles leram, não se eles compreenderam, se eles gostaram, se eles se interessaram pelo livro. Bem escolar. C'est sans doute très différent ici. Diferente, não é assim que a gente faz. Alors, donc, dernier élément, on a vu aussi, et ça c'est toujours le problème de l'école, les enseignants, ils ont l'impression à l'école que s'ils font une activité, cette activité n'est valable que si elle va de pair avec une évaluation. Et ils ont l'impression que les élèves ne vont être motivés que si ils peuvent avoir des points pour le bulletin, pour la notation à travers l'activité.
Donc nos résultats montrent que la moitié des enseignants, un enseignant sur deux, quand il fait des activités autour de la lecture du livre, l'activité, elle est évaluée. Systématiquement. On a vu aussi que, et ça c'est intéressant, il y a toujours des activités traditionnelles, hein. On a vu le questionnaire de compréhension, le résumé, un très grand nombre d'enseignants font faire un résumé, etc., synthèse. Mais il y a quand même des activités plus créatives qui commencent à se faire. Hein, par exemple, créer une maquette, maquette, ça se dit ça des lieux du roman avec les enfants et tout ça, ou bien organiser le procès d'un personnage. Pour discuter des actions des personnages, on va imaginer que tel personnage, on l'amène au tribunal pour justifier ce qu'il a fait dans le roman, etc. Des activités comme ça commence à exister, mais beaucoup plus au primaire qu'au secondaire. Il reste encore toujours cette image qu'au secondaire, lire c'est quelque chose de sérieux, et donc que les activités qu'on va faire avec le livre au secondaire, elles doivent aussi être sérieuses. Et puis le dernier élément, et après ça j'arrive à ma conclusion, et ça c'est un défi pédagogique majeur. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On avait une question pour demander aux enseignants. Est-ce que vous intégrez dans votre pratique des activités autour de la lecture des œuvres la question de la différenciation pédagogique? C'est un concept qu'on utilise ici aussi, non? Différenciation pédagogique, c'est comment organiser des activités qui soient adaptées à certaines situations d'élèves. Pas demander à tous les élèves la même activité, mais prendre en compte, dans un contexte où on a inclus dans la classe des élèves avec des difficultés d'apprentissage, des élèves, etc., on peut imaginer que pour ces élèves, il va y avoir une adaptation des activités. Et ça, les enseignants ont dit, non, on fait lire le même livre et on fait faire à tout le monde la même activité. Alors qu'on pourrait imaginer, ce qui augmenterait la motivation des élèves, que après avoir lu un livre, on peut demander à certains élèves de faire une affiche de publicité pour le livre. Et pour certains élèves, ça peut être une affiche. Pour un autre élève, ça peut être une publicité de la radio. Lui, il va le faire plus à l'oral, l'autre va le faire plus à l'écrit. Certains élèves vont être plus motivés par l'écrit, d'autres par l'oral, etc. Donc, on pourrait imaginer dans le travail en classe de différencier les activités, d'offrir des choix aux élèves. Combien d'élèves? Au Québec, en moyenne, ça varie à peu près autour de 30-35. Au privé, c'est moins. Au public, c'est 30-35. Et alors, je vais en arriver à... Oui. Allez-y en gros résumé. Na verdade, o que ele está falando é que a maioria das atividades que são feitas, né, em torno do livro são atividades que avaliam o aluno. Que o professor, a maioria dos professores acredita que não é válida a atividade se não tem avaliação, que os alunos não se motivam. Depois começa a aparecer atividades mais criativas, né, como fazer uma maquete, que ele disse, ou levar um personagem para o tribunal para que ele tenha que explicar porque ele fez determinada coisa, mas isso mais no Fundamental 1 do que no 2. E é o que ele chama de diferenciação pedagógica, que tem aparecido e que é um desafio para o pedagógico, que é organizar atividades diferentes dentro da mesma sala em torno do mesmo livro. Então, um aluno pode fazer uma divulgação do livro na rádio e fazer um exercício oral com isso, e outro fazer um cartaz, propor atividades diferentes. De acordo com o perfil dos alunos, ou até mesmo escolher livros diferentes para alunos diferentes, e enfim, ele questiona um pouco essa possibilidade. Et il va dar la conclusion agora. Alors j'en arrive aux conclusions. Donc on voit, puisqu'on a travaillé à la fois avec les enseignants du primaire et du secondaire, on voit à la fois des constantes, mais aussi quand même des différences significatives entre les façons de faire des enseignants du primaire et du secondaire. C'est encore beaucoup plus traditionnel, classique au secondaire qu'au primaire. Deuxième élément, on voit que la lecture de livres, c'est une activité qui existe à l'école, contrairement à ce que pensent les journalistes.
et qu'à l'école, c'est une activité qui se vit entre le plaisir, ça existe, les enseignants disent je tiens compte, j'essaie de choisir, c'est un critère de choix, le plaisir de l'élève, mais c'est aussi une activité avec beaucoup de contraintes, des contraintes matérielles dans le choix, et pour l'élève, la contrainte de lire, mais aussi avoir une évaluation. On voit donc que les enseignants sont limités par les contraintes matérielles, par les caractéristiques du public, et donc de toute cette enquête, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de défis pour la formation initiale et continue, j'en ai parlé, tous les défis d'installer des nouvelles pratiques de didactique de la lecture des livres, mais qu'il y a aussi des défis majeurs. Si on veut valoriser le livre à l'école, il y a des défis pour les responsables politiques et pour la société. Quel est l'investissement public de l'État dans les bibliothèques scolaires, dans les bibliothèques municipales? Quels sont les programmes qui encouragent la collaboration entre les écoles et les bibliothèques municipales, etc. On voit combien, derrière cette question, il y a aussi une responsabilité politique et sociale qui est essentielle. E aqui ele traz as conclusões para a gente, né? Ele fala que existem bastantes constantes entre o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? Mas que eles percebem que é muito mais tradicional no Fundamental 2 e no ensino médio, sendo que há muito mais liberdade e possibilidade no ensino Fundamental 1. Acho que a gente vê um paralelo importante com o Brasil, né? E, contrariamente ao que dizem os jornalistas e a mídia, a leitura de livros existe na escola, mas ela se encontra entre o prazer e as coerções. Sejam as coerções materiais, a presença ou ausência do livro, essa possibilidade material de poder, de fato, ter contato com o livro, ou as coerções por parte dos professores na direção dos alunos. Os alunos são obrigados a ler porque vai ter uma prova, porque vai ter nota, então é na base da coerção que a leitura se dá e não na base do prazer o tempo todo. E ele fala em desafios, né? Ele fala primeiro do desafio dessa, da formação inicial, que esse professor ele é levado a escolher os livros totalmente sozinho, então é a importância dessa formação inicial. E, por outro lado, a valorização do livro, que aí é um desafio mais político e social, que essa preocupação de que forma a política e a sociedade se coloca para que a leitura seja cada vez mais presente na escola. C'est parfait. Et le dernier défi politique. Oui, parfait. Super. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Jassi et à Anna Paul pour cet exercice toujours difficile qu'elles ont réussi très brillamment. Hein, on forme de très bons étudiants à l'USPI. Hein. Bravo. Et je pense qu'on en forme de très bons aussi comme futurs enseignants. Gabriela, então, a gente queria agradecer muito a presença do LB aqui na Faculdade de Educação, nessa engolfada dele. A gente tem muito pouco tempo porque ele vai dar uma palestra lá na Faculdade de Letras agora sobre escrita acadêmica. Aliás, se vocês quiserem ir, vai ser das 5 às 7, né? Lá junto com a Eliane, no laboratório de escrita. Então, acho que a gente dá tempo de fazer duas questões. Se alguém quiser colocar uma questão, aí a gente abre e fecha rapidinho. Et pour les autres questions, je reviendrai. Ok. Ele volta quem tem uma. Vai lá, Celeste. No Brasil, em geral, no ensino médio, ensino de língua e de literatura acontece nesse paralelismo, né? Há uma separação. On enseigne de façon séparée la langue et la littérature. C'est ça. No Québec? Au Québec, non. Não? Non. Se não puder levar um panorama de tudo isso, coisa Au Québec, la particularité, et c'est une grande différence entre le Québec, par exemple, et la France, pour le secondaire, il n'y a aucun panorama littéraire organisé. C'est seulement dans le pré-universitaire qu'on propose cela. Et souvent, les œuvres classiques du 19e siècle, Flaubert, Maupassant, Stendhal, les élèves les lisent au pré-universitaire. Mais s'ils vont à l'école secondaire privée, ils les lisent déjà là. Et ils les relisent au pré-universitaire. Parce qu'il n'existe pas de pré-universitaire privé. Deve ser
Oui, lycée, c'est l'équivalent du secondaire. C'est intégré dans le secondaire, le lycée. Oui. Traduire. Est-ce que vous avez compris la réponse? Oui. Mais alguma questão, gente? Eu tenho uma. Oui. Você acha que é importante eu ter uma lista que sirva de parâmetro para a escolha dos professores? Oui. Porque a princípio parece que pela sua fala que você sente falta disso, não? Alors, je n'ai pas compris la deuxième partie de la question. Elle veut dire en fait si d'après toi, si la liste elle est vraiment un besoin, si elle est nécessaire, si vous ressentez le manque de cette liste. C'est une bonne question. Et c'est une question régulièrement débattue au Québec par rapport au ministère, les universitaires. Certains disent il faut une liste, pas de liste. Moi, mon option, c'est amusant que tu demandes ça, maintenant j'ai tout fermé. J'avais une dernière diapositive parce que déjà j'ai participé à des consultations officielles du ministère en tant qu'expert sur cette question. Moi, ce que je propose, ce n'est pas une liste, mais c'est des critères plus précis que les 4-5 grands critères que j'ai évoqués. Par exemple, moi je dis, il serait intéressant qu'un élève qui sort du secondaire au Québec, de l'école publique, déjà il a au moins été mis en contact avec une œuvre du 19e siècle. Parce qu'actuellement, il n'y a que ceux qui vont au privé qui sont en contact. Alors, je dis au moins une œuvre. Je dis aussi, dans le contexte du Québec, il y a une réalité, c'est, si on pense à l'histoire du Québec, il y a toute l'importance de la littérature orale, les contes. Et puis, il y a eu toute une littérature québécoise qui s'est construite sur l'oralité, qui est venue nourrir autrement la littérature. Si vous connaissez les auteurs québécois, Michel Tremblay, c'est un grand classique, il a écrit du théâtre où pour la première fois, il a fait entendre la langue populaire dans le théâtre. Alors, je dis ça, c'est quelque chose de très très caractéristique de l'histoire littéraire du Québec. Et donc, on pourrait dire, il faut que les élèves découvrent une œuvre qui témoigne de l'introduction de la langue orale populaire dans la littérature. Je ne dis pas qu'il faut choisir telle œuvre, voilà un autre critère. Je prends un critère sur un autre plan. Le Québec, c'est un pays avec une réalité d'immigration. Il y a beaucoup, ces 20 dernières années, de romans qui sont écrits par des auteurs immigrants, qui traitent de leur expérience d'immigration. Et je propose, je dis, ce serait intéressant qu'un élève, durant le secondaire, au moins une fois, et il a eu l'occasion de lire une œuvre d'un auteur migrant qui témoigne de son expérience de migration. Parce qu'à Montréal, on a des classes dans lesquelles il y a 35 élèves, et sur ces 35 élèves, il y a 20 langues et nationalités différentes. Alors, tu vois, ma réponse, ce n'est pas une liste, mais c'est des critères un peu plus choisis sur certains enjeux, à la fois littéraires, l'oral dans la langue écrite, et aussi à la fois des enjeux sociaux. Pour montrer que la littérature, elle a toujours aussi, à travers l'histoire, reflété des débats sociaux. Donc, choisir une œuvre, par exemple, d'un auteur migrant, etc. Ça, c'est ma vision de ces éléments-là. Compliqué à traduire tout ça, en résumé. Na verdade, o que ele diz é que ele foi chamado pelo Ministério como expert para tratar dessas questões. Então, o Ministério consulta professores como aqui no Brasil para que eles deem sua opinião sobre isso. E aí ele propõe, na verdade, que a lista tenha só critérios mais específicos, não é exatamente tal ou tal livro, mas critérios mais específicos. Ele apresentou alguns critérios que poderiam ser utilizados. Por exemplo, ele entende que o aluno que termina o ensino fundamental e médio deve ter lido pelo menos uma obra do século XIX. Por exemplo. Pelo menos uma. Sim, e aí ele pensa também em outras questões, como, por exemplo, a realidade do país. Então, por exemplo, da região. Né? No Quebec você tem uma grande questão que é a imigração. E muitos autores que
que são imigrantes e que tratam dessas questões nos livros. Então, dentre esses autores, ele acha que seria importante que o professor trabalhasse com uma dessas obras com os alunos. Isso porque nas salas de aula você pode ter 35 alunos e 20 dentre eles serem de nacionalidades e línguas diferentes. Então, o aluno de alguma forma vai se sentir tocado por essa obra escrita por um igual. E outras coisas também é a questão da língua popular, né, da linguagem popular, que é muito presente também. Então, ele acha que é importante trabalhar também com essa literatura oral em sala. Então, eu vou pedir um esclarecimento para ele, porque eu acho que a gente fez uma tradução errada. Quanto tempo dura o ensino primário? Combien de temps? Oui, j'ai compris dur l'école primaire. Ok. L'école primaire, c'est 6 ans. 6 ans. De 5 ans, 6 ans jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, ok. Des Isso années, corresponde ao nosso des années. fundamental. Voilà, exactement, le même. Ok. Puis après, secondaire, c'est à 5 ans. 5 ans, De ok. 13 ans à 17 ans. Ok. Puis après, c'est pré-universitaire, 2 ans, ou formation technique. Ok, então eles englobam o secundário e o primário, vai desde o início da escolaridade até o ensino médio. Donc tout ce que je vous ai présenté, ça vaut pour le travail avec les enfants de 6 ans jusqu'à 17 ans. Obrigada pela nossa formação do ensino médio. Agradeço às meninas aqui pelo apoio firme e forte. Obrigada, Limeira.